Bienvenue à tous et à toutes pour cette nouvelle revue de ReZero. Alors petit aparté pour dire que dorénavant toutes les revues seront spoilers, c'est beaucoup plus simple pour moi. Vous êtes prévenus, on y va. Donc je vais commencer cette review par parler des évêques du culte de la sorcière, et en premier lieu, Lai Batakaetos. Donc ce que j'aime bien avec son introduction avec Lai, c'est qu'elle est assez marquante. Donc on voit vraiment qu'il est là, il ne rigole plus, et ça y est, l'horreur est enfin arrivée après Stella. Il n'y a pas que deux archevêques, là il y en a trois, et comme on verra plus tard, il y en aura quatre, mais ça y est. Donc j'ai bien aimé ce petit tremblement de caméra au niveau live en close-up sur son visage qui montre un peu le regard effrayé de Otto. Et j'ai bien aimé aussi le fait que par rapport au garde qui se fait écraser, comme il est de dos avec son armure, même si on voit le sang qui se dégage de l'armure quand il écrase, en fait ça permet un peu de censurer sans montrer en fait. Donc j'ai apprécié beaucoup ce qu'ils ont fait. Donc on va maintenant passer à la scène de Sirius et Régulus. Le premier acte de l'épisode se traduit par un bel échange en termes d'OST entre les deux étoiles sur scène. En effet, on a l'introduction de Régulus avec une musique marquante et menaçante, puis quand Sirius revient sur le devant de la scène, la musique se fait plus discrète et dissonante, comme si les deux évêques se disputaient. À un moment donné, pour accentuer la révélation vis-à-vis de Betelgeuse, la musique remet en avant le thème de Sirius déjà entendu dans les épisodes précédents. Pour terminer, quand les deux évêques se mettent d'accord, à ce moment-là, l'OST finit sur une note plus harmonieuse lors de leur séparation. On a donc une bonne mise en scène par la musique. J'en profiterai pour dire qu'au moment où Sirius fait applaudir tout le monde à la fin, cela marque la fin du théâtre des malices débuté depuis l'épisode 1. C'est un ajout vis-à-vis du light novel, si je ne me trompe pas, et c'est un bon moyen de conclure ce passage par un tonnerre d'applaudissements. Donc Sirius, ce personnage qui est toujours aussi expressif, ça n'a pas changé par rapport à l'épisode 2. Ce que j'aime beaucoup d'ailleurs, c'est son petit échange avec Régulus à un moment vis-à-vis de Betelgeuse, où là, elle a une expression faciale qui m'a fait vraiment marrer, où en fait, on a l'impression que c'est nous, quand on écoute Régulus parler. C'est assez dynamique, c'est très vivant vis-à-vis du personnage. Ça marche très très bien d'ailleurs. Pour finir après, j'ai bien aimé ce côté avec la révélation de Romani Conti, donc Betelgeuse, qui était d'abord teasé en fait depuis l'épisode 1, mais pour ça, il faut se rappeler de ce qui a été dit dans la saison 1. Donc voilà, il y a pas mal de callbacks qui reviennent faire surface et ça fait vraiment plaisir à voir. J'aime bien, c'est bien mis en avant et puis on peut voir que le personnage est toujours fou allié. Donc, toujours Sirius, j'adore ce personnage. Comment ils l'ont fait, comment ils l'ont animé, c'est toujours le plus de l'épisode, vraiment. Ensuite, parlons de Regulus Corneas. Regulus, c'est toujours aussi pervers narcissique comme on a pu le voir dans la saison 2, ça n'a pas changé depuis. Ils ont bien mis en avant avec le seiyuu et aussi avec le côté des plans faciaux qui montrent un peu ce côté dédaigneux qui se dégage de lui. Puis on peut voir que son pouvoir est toujours autant aussi cheaté, toujours aussi invincible, ce qui rend la chose détestable à regarder justement. Pour finir avec les évêques, on va donc terminer avec la luxure, donc Capella Emeralda Luginica. J'ai bien aimé son discours, et la voix fait très bien le taf, vraiment, j'avais la même voix quand je lisais le light novel. Et ce que j'apprécie également, c'est ce côté un peu méprisant dédaigneux qui en ressort. Avec la mise en scène, on voit tout le monde qui interrompt son train-train quotidien pour dire « mais qu'est-ce qui se passe ?» pour écouter. Donc maintenant, on va passer à la relation de Béatrice et Subaru. Elle est toujours aussi agréable à voir, on voit que leurs enchaînements en termes de sorts passent super bien, et que le nouveau sort invoqué permet de se demander quelle surprise il nous réserve. D'ailleurs, une utilisation intelligente de Shamak qui brouille nos sens et celui de l'ennemi, et donc par la même occasion, pas la peine de les montrer, un moyen intelligent de leur réalisation, qui utilise l'univers à bon escient. Et également, j'ai bien aimé le parallèle de la scène entre Sirius et Subaru post-Invisible Providence, là où Betelgeuse s'était laissé avoir dans la saison 1, quand Subaru essayait de le convaincre qu'il était un membre de culte. Ici, Sirius est beaucoup plus perceptive, en plus d'être dérangée et ne se laisse pas avoir, ce qui résulte en une montée en tension de la scène. Pour finir, la scène de fin qui montre leur impuissance et que malgré tous les efforts, ils sont juste des insectes face à eux. J'apprécie que le plan de Subaru soit à la première personne, ça insiste vraiment sur le désespoir du personnage, qui n'avait vraiment aucune chance, que ce soit avec son lasso par terre quand il regarde Regulus s'en aller au loin, ou même Béatrice qui le soigne. Donc maintenant il va être intéressant de voir comment Subaru va pouvoir rebondir sur cette situation. Donc maintenant on va passer au cœur de l'épisode, à savoir Garfield et sa mère. Donc on les retrouve justement suite à la fin de la saison 1 chez la mère de Garfield. Donc c'est ce côté slice of life qui revient un peu, ce qui est pas très dérangeant, parce que c'est plus pour le côté développement de personnage. Sachant que Garfield est un personnage qu'on a développé dans la saison 2, du coup on a envie de le suivre. C'est ça qui est bien en ReZero, c'est que chaque personnage est plus ou moins développé. Et d'ailleurs c'était très sympa quand le mari rentre, parce qu'en fait il voit sa femme et ses trois enfants. Parce qu'ils ont tous les mêmes yeux en fait. C'est ça qui ressort dans la scène, ils ont vraiment tous les mêmes yeux, j'ai trouvé ça marrant. Et du coup, quand Garfield va s'enfuir par la suite, le mari va le rattraper, il va lui poser des questions. Donc il va commencer à comprendre, mais il va pas pouvoir aller plus loin parce qu'après sa femme arrive, donc voilà, ça s'arrête là. C'est un peu dommage, mais bon, après c'est aussi le côté un peu dramatique à mettre en place, c'est normal. Et ce que j'ai bien aimé d'ailleurs, c'est quand Garfield court pour s'enfuir de la maison, il y a des flashbacks d'Elsa. Et là où ça marche bien, c'est qu'ils ont vraiment saturé les couleurs avec un petit effet filigrane, je crois, ou bruité,
parce qu'elle est présente en fait comme c'est une hallucination. Et du coup, elle le hante et ça marche plutôt bien la scène avec le petit son creepy au moment où il y a un pseudo-screamer, enfin plutôt un son screamer qui se dégage. Puis vient la scène du discours de Mimi avec Garfield que j'aime beaucoup, parce que si on regarde bien, justement, il y a un jeu avec 2 couloirs avec la ville. De base, quand on voit Garfield dehors au moment où il court, la ville est bleue, donc froide. Puis au fur et à mesure du discours, elle commence à devenir violet, donc une couleur chaude, jusqu'à la fin où vraiment tous les bâtiments sont violets, jusqu'au mur où les murs sont bleus. C'est un peu une métaphore vis-à-vis de son cœur en fait. Donc justement, cette ouverture avec Mimi, c'est une ouverture au monde extérieur, et c'est montré par la ville qui se réchauffe de plus en plus, qui lui apparaît moins froid. Donc j'aime beaucoup cette mise en scène honnêtement, et cette scène marche très bien à mon sens. On va maintenant aborder la scène de la réponse. Tout ce qui a été introduit au premier épisode, que certains osent dire filler, est réutilisé ici et ainsi permet ce rythme rapide sans paraître trop forcé. Ce rythme rapide est traduit par pas mal de changements de plan sur les différents personnages dans plan rapproché, mais ça dynamise l'échange et ça renforce le côté urgent de la situation. D'ailleurs, on retrouve l'OST dans l'épisode 2 et 1, qui est apprécié et qui correspond bien à cette tension palpable dans l'atmosphère. De plus, la scène avec le plan sur Béatrice en premier plan est un bon exemple de réalisation et de moyens pour économiser du budget. Ça met en avant son importance dans la scène, tout en animant les personnes de loin et donc moins de détails animés. La composition des plans est donc travaillée, ça fait plaisir à voir par rapport à l'épisode 2, où justement je mentionnais un premier plan du combat d'Emilia qui diminuait la lisibilité. Ici, sur une scène plan fixe, ça passe très bien. Ensuite, j'ai trouvé que certaines transitions étaient rapides, c'est un peu le même défaut que l'épisode 2 en soi, ce n'est pas dérangeant, mais ça donne une impression assez brutale. En effet, on a le discours de Capella qui passe directement au réveil de Subaru, sans nous donner le temps de digérer la scène, et la scène de fin avec la fin du discours d'Anastasia et la transition sur Garfield, où la musique marque une rupture avec celle juste avant. Ça peut paraître du détail, mais une bonne transition aide à ne pas nous sortir l'épisode. Donc pour conclure, on a là un très bon épisode. L'animation est toujours aussi qualitative, c'est-à-dire que quand il y a besoin qu'elle soit présente au niveau par exemple, des scènes d'action, elle sera là. Ou quand elle a un côté un peu plus dialogue, un peu plus tempéré, justement, elle va être une bonne composition des plans. Donc ça fait que ça marche très très bien, vraiment, il n'y a pas d'information inutile. Même si par moment il y a quelques plans fixes, c'est des plans fixes qui vont nous donner une information, donc ça passe très bien. De même que le rythme d'épisode, il n'est pas indigeste, on ressent vraiment le côté urgent de la chose. Peut-être des transitions un poil rapides, j'espère qu'ils vont pouvoir corriger ça au fur et à mesure, mais bon, on verra bien. Donc on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.